quel métier, quelles compétences pour demain. Ce webinaire d'aujourd'hui, il vous est proposé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers en partenariat avec le Carrefour F de Normandie et avec Normandie Énergie, puisque la thématique du jour, eh bien, ce sont les métiers des énergies décarbonées. Alors pour m'accompagner aujourd'hui dans la découverte de ce secteur d'activité, plusieurs intervenants, hein, une belle palette même d'intervenants. Estelle Le Guen, bonjour. Bonjour à tous. Je suis donc Estelle Le Guen, je suis responsable emploi compétences chez Normandie Énergie. Merci Estelle. Avec nous également Guillaume Folléa. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Guillaume Folléa du Carrefour F de Normandie, en charge du pôle analyse et aide à la décision, qui contient notamment les missions d'observatoire. Merci Guillaume. Également avec nous Mathilde David. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde David, donc moi je travaille chez EDF Renouvelables et je suis chargée de projet sur les parcs éoliens en mer du Calvados et de Fécamp. Merci Mathilde. Jérémy Bredin, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Jérémy Bredin, responsable du service efficacité énergétique et production d'énergie renouvelable au syndicat départemental d'énergie du Calvados, le SDEC Énergie. Merci d'être avec nous. Vincent Brosseau, bonjour. Bonjour, Vincent Brosseau. Je travaille au sein de l'Agence régionale d'orientation des métiers, donc avec Alexandra. Je suis en appui dans le cadre du projet 3NC pour ce qui concerne l'attractivité des métiers et des énergies décarbonées, et du nucléaire en particulier. Merci Vincent. Également avec nous Ilona Hudvol. Bonjour Ilona. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous. Ilona Hudvol, responsable du projet 3NC Normandie Nucléaire, nouvelles compétences dont nous vous parlerons tout à l'heure. Merci. Alors Isabelle Maillot-Vidcock ne sera pas avec nous, mais on a avec nous Élodie Rivet-Nicolas. Bonjour Élodie. Bonjour tout le monde, donc Élodie, je suis directrice opérationnelle du campus Seine, qui est le campus d'excellence internationale normand des énergies. Merci Élodie et moi-même, qui suis donc chargée de mission ingénierie de projet à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Alors, quelques petits mots déjà sur l'objectif de ce webinaire et son déroulé. Alors, l'objectif principal, eh bien, c'est de vous donner un premier niveau d'information hein, dans les publics qui sont aujourd'hui avec nous dans ce webinaire. Vous êtes des professionnels de l'accompagnement, soit de scolaires, soit d'adultes en reconversion. Et donc, l'idée, c'est de vous acculturer à la thématique. Bien évidemment, en 1h30, on ne pourra pas être exhaustif ni faire un focus détaillé sur toutes les énergies décarbonées. Mais l'idée, c'est bien de vous acculturer, de vous flécher des outils et puis des acteurs principaux sur la thématique. Donc, comment ça va se dérouler? Eh bien, c'est Normandie Énergie qui va ouvrir le bal avec un cadrage hein, sur qu'est-ce que c'est que les énergies décarbonées, quels sont leurs enjeux en Normandie. Ensuite, c'est Guillaume Folléa du Carrefour F qui va nous faire part des résultats d'une étude dédiée à la filière hydrogène en Normandie. Ensuite, vous aurez 3 témoignages de professionnels métiers, un sur l'éolien, un sur le solaire et un sur le nucléaire. Et ensuite, on pourra faire un focus sur les formations grâce à différents intervenants. On aura le temps à la fin de faire un petit point rapide sur les outils que vous avez à disposition et que vous pouvez réutiliser, réexploiter, vous, avec vos publics, hein, parce que c'est aussi l'objectif de l'agence et de ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est que vous puissiez aller piocher dans un réservoir d'outils et de ressources. Sans perdre de temps, je vais donner la main à Estelle Le Guen pour qu'elle puisse nous faire ce premier panorama de ce que sont les énergies décarbonées. Donc, tu peux prendre la main, Estelle. Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, dans un premier temps, je voulais simplement vous présenter rapidement donc, la filière Normandie Énergie, donc filière de l'efficacité et du mix énergétique normand, qui soutient le développement économique du territoire en fédérant 300 acteurs qui sont aussi bien des centres de formation, des écoles, des institutionnels et collectivités, des entreprises, bien sûr, et quelques laboratoires de recherche. Donc, on est à peu près à 60% de TPE-PME au sein des adhérents de Normandie Énergie. Et nous travaillons sur 4 grands pôles, un pôle nouveaux usages, efficacité énergétique, un pôle énergie renouvelable, un pôle pétrole-gaz et un pôle nucléaire. Donc, de manière très synthétique et assez, je pense, compréhensible par tous, quand on parle de l'énergie aujourd'hui, on parle de décarbonation. Pas tout le monde en a entendu parler dans les médias.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la décarbonation est liée directement à la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE française, donc, qui fixe les objectifs et les grandes orientations dans le domaine de l'énergie. L'objectif défini vise à atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout le monde en a aussi un petit peu entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va concerner tous les aspects énergétiques, efficacité énergétique, mobilité, mix électrique, tout en garantissant l'emploi et le pouvoir d'achat. Donc, on a 5 grands moyens pour y parvenir. Ça va être de baisser nos consommations, et notamment d'énergie fossile, d'accroître le mix énergétique avec un 50-50 entre le nucléaire et les énergies renouvelables, d'augmenter le nombre d'emplois à pourvoir, notamment dans ces secteurs-là, et en garantissant bien sûr le pouvoir d'achat. Donc la stratégie française aujourd'hui, c'est pour l'avenir d'avoir une énergie bas carbone et souveraine. Donc en complément de ce que je viens juste de vous dire à l'instant, aujourd'hui, nous avons une consommation énergétique qui est estimée à 1600 TWh et on nous demande en 2050 de passer à 930 TWh. Donc c'est une diminution conséquente de 40% de notre consommation d'énergie. Et ça veut dire que pour y parvenir, il va falloir augmenter la part d'électricité et notamment des énergies renouvelables. Donc, ce que l'on peut voir sur ce slide que je vous présente ici, c'est que la Normandie, est une terre d'énergie et de décarbonation. Donc, on voit ici tout le territoire normand et nous pouvons tous apprécier la diversité des sources énergétiques et des usages qui sont déjà existants à ce jour, sans compter tous les projets de territoire qui ne vont faire qu'accentuer cette diversité qui est une énorme force pour le territoire normand, pour nous amener progressivement à l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Ce qu'il faut souligner ici aussi, c'est que nous voyons en bas à droite qu'il y a 2 projets de formation structurants pour notre territoire qui vont accompagner la formation, qui sont 2 projets de formation structurants qui vont accompagner les besoins en compétences des entreprises de notre territoire. Ces projets s'appellent 3NC. Je sais qu'Ilona y reviendra tout à l'heure. Et H2 neutralité carbone, qui est un autre projet structurant qui va concerner plutôt l'hydrogène. Donc, l'énergie est une filière d'avenir. Ça, je pense que vous l'avez déjà compris et identifié. La Normandie, donc, c'est historiquement une terre d'énergie, puisque nous sommes un territoire industriel à la base. Nous avons la chance d'avoir 3 centrales nucléaires et bientôt 8 réacteurs, avec le nouveau projet d'implantation du WPR. Nous avons 2 raffineries et 4 parcs éoliens offshore à ce jour, et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc la filière énergie aujourd'hui, elle compte 36 000 emplois, plus 10 000 emplois additionnels liés à l'efficacité énergétique, aux usages et à la décarbonation générale, ce qui nous porte à peu près pas loin de 50 000 emplois estimés, en tout cas dans la filière énergie actuellement. Donc ces chiffres sont en constante augmentation avec les grands projets du territoire. Donc un secteur d'activité en plein développement avec des enjeux de décarbonation, un enjeu aussi de développement fort des énergies renouvelables. Donc c'est tout ce qui va concerner le solaire, l'éolien, l'hydrogène notamment, et aussi bien sûr l'efficacité énergétique, et les grands projets du territoire normand que sont donc le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène et le solaire. Donc un zoom sur les projets de notre territoire, les grands projets. Donc dans le secteur de l'énergie, on a notamment un projet important qui s'appelle EPR2, donc EPR pour European Pressurized Reactor, n'est-ce pas, avec l'accent. Voilà, qui est un WPR qui va s'implanter donc à Penly, sur la côte normande. Et donc ce WPR va permettre le recrutement dans les 10 ans à venir de 8 000 salariés du CAP au Bac+6. C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner ici que les portes seront ouvertes
à des jeunes qui vont être sur tout ce focus-là, c'est-à-dire voilà, du CAP au Bac+6, c'est-à-dire ouvert un petit peu à tout le monde. Le projet donc Normandie nucléaire nouvelles compétences sera là bien sûr et accompagne déjà ce projet structurant. Donc ici sur l'éolien offshore en Normandie, une petite carto qui nous indique donc les parcs, les 4 parcs actuellement existants. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont arriver, notamment dans la Manche et au large de Fécamp. On a un estimatif approximatif d'à peu près 2000 salariés et quelques entre Cherbourg, Le Havre, Ouistreham et Fécamp, et Dieppe, bien sûr. Concernant l'hydrogène, le gros projet de territoire va se situer à Port-Jérôme, à côté du Havre, avec l'implantation d'une unité de production hydrogène bas carbone, dont la mise en service est prévue en 2025, si je ne me trompe pas, voilà, 2025-2026. Et donc qui sera bien sûr soutenu aussi par les colorations de formation dans l'hydrogène dans le cadre du projet H2 neutralité carbone. Pour le solaire, on est actuellement en territoire normand à 4 grands parcs solaires au sol qui sont implantés sur les 4 départements normands. Donc vous voyez ici, donc précisément, donc c'est Les Terre-Neuve, Beauvoir, Surdon et Colombelles, et qui vont également générer un certain nombre d'emplois et de recrutements, notamment sur des profils de poseurs de panneaux photovoltaïques. Voilà, je n'ai rien oublié et je relaisse la main à Alexandra. Merci beaucoup, Estelle. Donc déjà, plusieurs éléments hyper importants dans ce qui vient d'être évoqué, hein. Tu as fait la différenciation entre les énergies décarbonées et les énergies renouvelables, hein. C'était important de le faire. Effectivement, là, on a bien inclus, évidemment, le nucléaire dans les énergies décarbonées. Vous allez le voir, on fait un focus, hein, quand même sur certaines énergies. On va beaucoup parler de l'hydrogène, du nucléaire, de l'éolien et du solaire, hein, parce qu'effectivement, il y a de très grands projets là-dessus sur la Normandie. Donc, on fait ce focus aujourd'hui. De continuer, enfin n'hésitez pas à nous mettre, je vois il y a des commentaires, n'hésitez pas à nous mettre des questions, hein, dans le chat. Je vais passer la main à Guillaume Folléa qui va poursuivre ce panorama en faisant un focus justement sur l'hydrogène. Donc Guillaume, je te passe la main, je t'en prie. Merci Alexandra. Ok, je ne me rappelle plus, c'est moi qui Je peux partager si tu veux, c'est comme tu veux. Oui, on va faire ça comme ça. Ouais. Allez. Le temps que ça... Voilà. Merci. C'est bon ? Ok, merci Alexandra. Donc, je vais vous faire un petit focus sur l'hydrogène. Focus issu de 2 travaux que nous avons réalisés au CARIFOREF ces dernières années. L'un qui a porté sur c'était en 2019, ça date un petit peu, mais les résultats restent quand même encore assez opérationnels, sur le territoire de Caux-Seine-Agglo, hein, le comité d'agglomération Caux-Seine-Agglo, et qui avait un projet d'installation d'une usine, on en a parlé à l'instant, hydrogène vert décarboné. Et une autre étude qui vient d'être réalisée par le CARIFOREF et qui va sortir très bientôt sur précisément la décarbonation sur 2 territoires, Vallée de la Seine et Vallée de la Brenne. Donc ces résultats-là sont issus de ces 2 études. Vous pourrez les retrouver sur le site du CARIFOREF. Alors, première chose, l'hydrogène, quelques éléments de définition, puisque c'est une notion qu'on commence effectivement à entendre un peu partout, qui se diffuse, mais qui n'est pas très très facile à appréhender. Donc c'est 2-3 éléments. L'hydrogène est un composant qui est associé au carbone pour former le méthane et à l'oxygène pour former l'eau. Donc pour avoir de l'hydrogène, hein, il faut isoler l'ensemble des composants avec qui il s'associe pour pouvoir le trouver à l'état pur. Aujourd'hui, donc 94% de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile.
et la quasi-totalité de l'hydrogène est utilisée comme matière première dans le secteur industriel, on le verra après. Donc les types de production les plus répandus pour produire de l'hydrogène, c'est le vaporeformage, hein, qui consiste à reformer du gaz naturel grâce à de la vapeur d'eau, la décomposition d'hydrocarbures et la gazéification du charbon de bois, mais aussi l'électrolyse de l'eau ayant recours à l'électricité d'origine nucléaire notamment. Alors, on va le voir, l'ensemble de ces procédés sont extrêmement consommateurs en CO2. Donc les productions ces procédés de production donc, sont responsables de l'émission d'environ 11 millions de tonnes de CO2 en France, soit environ 3% des émissions totales de CO2. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu ici de produire de l'hydrogène vert décarboné. Donc pour envisager un hydrogène plus propre, il faut développer une filière de production décarbonée qui passe par essentiellement 3 types de process. La captation du CO2 qui consiste à aller récupérer le CO2 qui est émis lors de la production d'hydrogène, notamment par un procédé qu'on appelle cryogénique. La gazéification ou la pyrogazéification, qui consiste à produire de l'hydrogène à partir de filières plus vertes, notamment de la filière biomasse, ou alors à partir du recyclage de déchets de bois ou de composés solides divers. Et puis celui qui est probablement le plus, en tout cas qui fait l'objet de plus grand nombre de projets actuellement, c'est la production d'hydrogène à partir d'électrolyse de l'eau, à partir bien sûr d'électricité décarbonée. Donc l'idée est d'isoler les atomes de carbonés et d'oxygène. Merci Alexandra. Voilà. Aujourd'hui en France, donc l'hydrogène dans l'industrie est très utile puisqu'il est utilisé à près de 60% pour raffiner du pétrole. Et notamment l'hydrogène sert à retirer le soufre qu'il y a dans le pétrole au moment du raffinage. Il est utilisé pour un quart de son utilisation à la production d'ammoniac et d'engrais, et à 10% pour la chimie, 5% pour la métallurgie et le spatial. Comme je vous le disais tout à l'heure, les procédés pour obtenir de l'hydrogène sont très carbonés, hein, et il y a seulement 6% de la production d'hydrogène qui est obtenue par électrolyse et seulement 1% à partir d'une électricité décarbonée. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu très très fort en matière de production d'hydrogène. Donc en France, à l'horizon 2050, hein, la production d'hydrogène décarboné pourrait répondre à 20% de la demande d'énergie finale et pourrait donc arriver à réduire les émissions annuelles de CO2 de 55 millions de tonnes, ce qui est considérable. Et l'hydrogène décarboné, c'est pas grave, c'est pas grave, j'allais parler simplement, voilà, le chiffre d'affaires hein, que l'hydrogène décarboné et les piles à combustible, qui sont un système qui permet de stocker l'hydrogène, pourrait représenter un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros et 150 000 emplois. Donc on voit bien qu'en France, mais comme dans le monde, la filière hydrogène a un enjeu particulier. Merci Alexandre. Au niveau national, donc on le rappellera, je pense, tout au long du webinaire, mais il y a une stratégie nationale hydrogène hein, qui a été établie en 2020 avec l'objectif de produire un hydrogène renouvelable et bas carbone. Donc l'objectif, c'est 20 à 40% d'hydrogène vert pour l'industrie à partir de 2028. Il y a actuellement dans l'hydrogène, la filière hydrogène, environ 6 500 emplois directs. L'objectif 2030, hein, c'est plus de 100 000 emplois. Il y a sur le territoire français 22 usines de fabrication d'équipements en activité, donc des électrolyseurs, des piles, des réservoirs, des stations des véhicules. Il y a 69 stations ouvertes. L'objectif de 2028, c'est d'en installer 1000. Il y a actuellement 1300 véhicules en circulation qui roulent à l'hydrogène avec un objectif de plus de 50 000 à l'horizon 2028. Et il y a 85 installations stationnelles opérationnelles du type groupe électrogène, chaudière, notamment dans certaines communautés de communes de l'agglomération. La production annuelle de l'hydrogène actuellement au niveau national, c'est 0,9 millions de tonnes, contre 60 millions de tonnes au niveau mondial, et 94%, on l'a vu tout à l'heure, est produit à partir d'énergie fossile. Donc on voit aussi là l'intérêt. Alors tous ces objectifs hein, en termes d'emploi, en termes de production, sont des objectifs hein, qui ont été établis à partir de la stratégie. Ce ne sont pas forcément des objectifs qui seront remplis, en tout cas dans les temps, parce que
pourra peut-être y revenir, mais enfin, ce sont des projets qui sont très coûteux, qui sont des installations extrêmement coûteuses aussi, et ça nécessite beaucoup de temps pour mettre ça en place. Alors, en Normandie, on a un plan hydrogène, un plan Normandie hydrogène qui a été établi en 2018, hein, qui se propose sur l'ensemble de la chaîne hydrogène, parce que on le verra très rapidement tout à l'heure, mais l'hydrogène, c'est toute une chaîne, hein, de valeurs. C'est 46 actions, hein, qui ont été définies. Et puis la Normandie, alors c'est difficile de trouver des chiffres normands sur la filière hydrogène, mais en tout cas, en Normandie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une filière qui démarre, on le verra tout à l'heure avec des projets, qui démarrent même avec parfois des projets d'envergure. On en a parlé tout à l'heure avec Air Liquide, et c'est environ 3% de la Normandie, hein, des offres d'emploi de la filière hydrogène nationale. Donc on voit bien que ça commence ça commence à se mettre en place doucement. Le slide suivant. Merci. Alors, en Normandie, il y a quelques projets, expérimentations en cours. On en a relevé quelques-uns, il y en a probablement d'autres, et en tout cas, ça va d'une manière croissante. On voit bien que c'est une filière qui, aujourd'hui, connaît une dynamique forte. Et encore une fois, avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec des éléments de contexte et de contraintes que l'on sait, c'est-à-dire que ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite beaucoup de prototypage, beaucoup de recherche, beaucoup d'éléments comme ça en amont d'une industrialisation. Et donc, tout ça prend du temps. Mais en tout cas, il y a quelques projets intéressants. Donc, on en a cité un tout à l'heure, hein, sur le projet de production d'hydrogène vert décarboné avec Air Liquide et puis H2V. On a sur tout le territoire, donc on a la production d'hydrogène gazeux par Ergosup dans la Manche à Cherbourg. Il y a un chalutier à hydrogène qui est en train d'être expérimenté. Il y a un projet bike qui permet de produire des vélos et des stations à hydrogène. On peut citer, je ne vais pas tous les citer, mais il y a un projet Viessmann dans la zone du Havre, hein, qui notamment travaille sur des chaudières à hydrogène, et puis un certain nombre de choses, TH2, dans l'Orne, qui produit de l'hydrogène par pyrogazéification du bois. Donc voilà, on est sur des choses, et il y en a d'autres. On est sur des projets en tout cas d'envergure et qui commencent à précisément installer la filière hydrogène en Normandie. Donc, d'un point de vue des emplois et des compétences, les professionnels de l'hydrogène se répartissent sur trois grandes activités: la conception et la recherche et développement. Donc, c'est important parce qu'il y a beaucoup de recherche dans l'hydrogène, mais comme dans l'ensemble des énergies en général. La maintenance, bien sûr, et la fabrication, avec plusieurs niveaux d'expertise, des niveaux d'expertise élevés sur la chaîne de l'expertise en général des emplois, des ingénieurs et des techniciens, et bien sûr quelques doctorants, puisqu'il y a tout un aspect recherche. Les ingénieurs actuellement sont plutôt généralistes, avec des compétences en génie des procédés, en automatisme, en génie électrique. Et pour ce qui est des techniciens, donc du bac pro à la licence, hein, on est aussi sur des compétences classiques actuellement, hein, mécanique, électricité, électrotech, etc. Pas de formation initiale. Enfin, pas de formation initiale, ça c'était avant. En tout cas, il y avait la filière hydrogène était caractérisée par une absence de formation initiale intégrant l'hydrogène, avec des connaissances ou des compétences qui étaient plutôt acquises en interne sur le tas. Les profils attendus, donc on le voit, assez peu d'ingénieurs, si ce n'est des ingénieurs généralistes, avec des expériences de gestion de sites industriels pour ce qui est de la production. Pour la mobilité, on attend des emplois et des compétences autour de l'électronique et l'électricité. Et pour ce qui est de l'habitat, on attend des spécialistes du gaz, de l'électronique de puissance, des fluides et des matériaux. Beaucoup de techniciens seront sollicités. C'est vraiment le niveau de qualification des emplois le plus marquant dans la filière hydrogène, hein, des techniciens au niveau bac pro à bac plus 2 sur des spécialités classiques: automatisme, électronique, électrotechnique, électromécanique, etc., avec des connaissances de base sur l'hydrogène. Et puis, et c'est une dimension importante de la filière hydrogène, mais comme dans toute la filière énergie, des connaissances importantes en matière de règles
et des procédures de sécurité. Une inquiétude quand même en termes de recrutement au niveau de l'emploi, c'est-à-dire c'est que plusieurs choses, et je finirai par ça tout à l'heure rapidement. Ce sont des métiers industriels donc, sur lesquels les difficultés de recrutement sont connues. Ce sont des métiers, la filière hydrogène comme les énergies n'est pas la seule filière industrielle qui a besoin de techniciens sur ces filières-là, en tout cas sur ces disciplines-là. Donc il y a un phénomène de concurrence qui peut arriver. Et puis il y a bien sûr l'image de l'industrie qui peut parfois être de nature à éloigner un certain nombre de professionnels. Donc quelques éléments très généraux pour information dans l'industrie, sur les techniciens et agents de maîtrise, il y a actuellement 28% de personnes qui ont 50 ans et plus. Donc, potentiellement 9500 emplois à renouveler. Et puis, dans les secteurs plus proches de la filière hydrogène, il y a actuellement 28% de personnes de 50 ans et plus, donc potentiellement 3500 emplois à renouveler. Autant donc d'emplois à renouveler qui sont susceptibles d'attirer en tout cas des professionnels qui ne seraient pas captés par les filières hydrogène ou énergie. Alors, une diapo parfaitement illisible, mais c'était simplement pour vous montrer que l'hydrogène, c'est toute une chaîne de valeur, la production, les stations, l'exploitation de stations, le transport avec les mobilités lourdes notamment, les piles à combustible, la PAC, la mobilité légère, les véhicules légers, la mobilité lourde, l'habitat, bien sûr, avec le système de chauffage, l'industrie, on l'a vu, notamment la chimie, la pétrochimie, et les réseaux. Donc voilà, la filière hydrogène, c'est toute une chaîne très large et avec des besoins notamment très forts en techniciens et dans une moindre mesure d'ingénieurs. Je précise, il y a une personne, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ne voient pas le support, il va vous être envoyé de toute façon, donc ne vous inquiétez pas, ça vous sera envoyé. Précisément dans la production d'hydrogène, on a regardé là, sur une étude très récente, la dernière étude qui a été faite, qui va sortir, sur la production. Un des éléments des usages et applications de la filière hydrogène, donc les métiers qui vont être fortement sollicités, ce seront d'abord des métiers de manager ou de responsable d'unité ou d'usine, avec des compétences évidemment en gestion de sites industriels et des formations Bac+5, ingénieur sans doute, mais aussi pour beaucoup des métiers de la maintenance, un technicien de maintenance en mécanique, automatisme, électricité, toutes ces activités et technologies qui relèvent d'une filière industrielle, avec là aussi des compétences, et c'est ce qui va venir faire que la filière, en tout cas, de formation, la filière va se professionnaliser en matière de formation. Donc, on attend de plus en plus, on va attendre des compétences et des connaissances en matière d'hydrogène, avec notamment toutes les questions autour des règles de sécurité et d'intervention sur des diplômes du type BTS, BUT, etc. Mais d'autres intervenants en parleront mieux que moi après. Donc, sur les formations et un peu en forme de préconclusion, donc ce qu'il faut, et sur l'évolution des métiers, donc ce que l'on note, c'est qu'il n'y aura pas de transformation profonde ou de révolution profonde, pardon, des métiers, des compétences et des systèmes de formation, simplement des transformations à anticiper par des colorations et des spécialisations, plus que par la création de diplômes dédiés ex nihilo. Il y en aura, mais en tout cas, le gros de ce qui est attendu par les employeurs, c'est bien de la coloration et de la spécialisation. Donc, l'idée, c'est de passer d'une formation sur le tas à une base de formation plus théorique et de forts besoins attendus, je l'ai dit, en technicien de niveau Bac+2 ou 3. Et puis, je le répète, des niveaux de tension élevés actuellement, parce que sur un territoire qui est très industriel et sur un secteur d'activité, un domaine de l'industrie dont on sait qu'il nécessite parfois un certain nombre de réticences. Donc c'est tout l'enjeu de la filière hydrogène décarboné et de la filière énergie en général, de rendre attractives ces métiers et ces formations. On peut passer cette diapo, Alexandra, puisque ce sera dit après.
Et puis juste un point très rapide, ça a été évoqué aussi sur le campus Seine, un campus d'excellence internationale normand des énergies, qui et qui est associé au projet H2 neutralité carbone, avec pour objectif de créer une filière de formation hydrogène décarbonée. Et donc ce sont actuellement, ou pour les 5 années à venir, 24 modules de formation qui seront créés avec une coloration hydrogène. Mais je n'en dis pas plus puisque ce sera dit par ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main pour vous exprimer. On va maintenant passer à des témoignages de professionnels. Et donc, je vais demander à Mathilde, David, de prendre la parole et de bien vouloir se présenter. Mathilde, est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, oui, je suis là. Super. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde, est-ce que vous voulez bien nous présenter votre métier, vos missions? Oui, bien sûr. Bon, je m'excuse, du coup, je n'ai pas de présentation, mais C'est pas grave. voilà, vous m'aurez moi en vidéo à la place. Donc rapidement, pour revenir sur ce que je fais et un peu mon parcours. Donc moi, je suis chargée de projet éolien offshore chez EDF Renouvelables. Donc je travaille sur le parc éolien en mer du Calvados. Et avant cela, j'avais travaillé pour celui de Fécamp. Donc en quelques mots, mon métier, moi je suis en charge des relations territoriales pour donc le parc éolien en mer du Calvados. J'ai deux types de missions principales. Donc, c'est à la fois travailler avec les acteurs du territoire, institutionnels, acteurs de l'emploi, de l'insertion, des associations, pour essayer d'écouter un peu ce qu'ils ont à dire sur le parc éolien en mer, sur son arrivée sur le territoire et prendre en compte leur avis sur le parc et essayer de co-construire avec eux une relation et de faire en sorte que le parc puisse aussi, pendant sa construction, s'adapter le plus possible à ce qu'en disent les acteurs du territoire. Et de l'autre côté, en interne, donc au sein des équipes projets, moi, je suis un peu la garante que l'avis du territoire de ces acteurs est bien représenté. Et donc, voilà, rappelez toujours qu'on s'installe en Normandie, qu'on va arriver en face d'un territoire économique et autres, et donc rappeler les intérêts du territoire. Et en plus, je dois m'assurer que on a un tas d'engagements dans nos autorisations de construction que l'on a pris quand on a eu nos autorisations. Et moi, je suis la garante que ces engagements, ils sont bien respectés. Et donc, je rends compte auprès des services de l'État que tous nos engagements environnementaux ou d'autorisation soient respectés. Donc, c'est un travail un peu particulier. On est une petite équipe au sein de nos projets. En moyenne, dites-vous qu'un parc éolien en mer, c'est 100-150 personnes qui travaillent pendant une dizaine d'années sur le parc. Notre équipe, nous, on est 5-6. On a une personne en charge, une personne en charge de l'environnement, une personne en charge des relations institutionnelles et de la constatation, moi, une personne en charge des relations avec les marins-pêcheurs et une personne en charge de la sécurité maritime. Nous, on est la petite équipe développement et on s'insère au sein de ce grand projet de 150 personnes pour lesquels je reviendrai sur les métiers un peu plus tard. Donc, c'est des projets de longue haleine qui demandent aussi beaucoup d'engagement. C'est vrai qu'en Normandie, bon, maintenant, il y a 4 parcs. Donc, vous avez le parc de Dieppe-le-Tréport qui est porté par Engie, donc concurrent, on va dire, mais bon, on travaille quand même tous pour la même filière. Donc, on a le parc de Dieppe-le-Tréport qui est en cours de construction. Vous avez le parc du Calvados qui est également en cours de construction. Le parc de Fécamp qui a été construit et mis en service là, depuis le mois de mai de cette année. Et un nouveau parc qui va être en construction également porté par mon entreprise qui s'appelle Manche-Mer du Nord, donc qui sera situé plutôt au large de Barfleur. L'État français est en train de lancer de nombreux autres appels d'offres le long des côtes françaises et c'est vrai que la Normandie est une zone particulièrement propice à l'installation de parcs éoliens en mer puisque la zone entre la Normandie et l'Angleterre, ce couloir formé par la Manche, c'est particulièrement intéressant. Il y a des vents forts constants, un sol peu profond, donc c'est vrai que la Normandie est déjà et risque de devenir une vraie terre ambassadrice de l'éolien en mer en France. Moi, on m'a demandé de présenter mon parcours, donc rapidement, ce qui m'a donné envie de rejoindre ce secteur
sans faire de mauvais jeu de mots, qui a le vent en poupe, c'est que bon, moi, j'ai fait à la base du droit et j'ai intégré Sciences Po Rennes pour 5 ans. Et j'ai vraiment eu envie de me spécialiser en environnement. En fait, je voulais faire un métier qui était pour moi porteur de sens. Et donc, j'ai refait un master spécialisé derrière en ingénierie de la gestion de l'environnement. Et mon premier, mon premier emploi a été du coup de travailler pour le parc de Dieppe-le-Tréport. Donc c'est pour ça que je connais aussi bien l'éolien en mer Normand, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler sur 3 des 4 parcs actuels. J'avais vraiment envie, voilà, de faire un métier porteur de sens. Et c'est vrai que l'éolien en mer était pour moi un métier déjà nouveau, d'avenir, plein de promesses, puisque bon, on savait que c'était une technologie qui allait se développer. Et c'est vrai que j'aime la mer, donc c'est vrai que c'était voilà, un métier idéal pour moi qui me permettait de à la fois travailler dans le milieu marin et du coup sur des projets qui seraient assez porteurs d'avenir. C'est c'est des projets passionnants puisque à la fois ils touchent à plein de domaines comme l'environnement, les relations voilà, territoriales, mais il y a une vraie partie ingénierie qui est fascinant parce que bon, installer des éoliennes en mer, ce sont des projets relativement colossaux, plein de défis, que ce soit le parc de Fécamp ou du Calvados, ben, les deux finalement sont des parcs éoliens en mer mais ont des spécificités. Euh, on n'installe pas du tout pareil des éoliennes à Fécamp, là où le sol est crayeux, donc de la même matière que les falaises blanches normandes, qu'en face des plages du Calvados, où on va plutôt être sur un sol d'argile et de sable. Donc ça, c'est plein de spécificités à prendre en compte, à comprendre par nos équipes. Et du coup, moi, de mon point de vue, ben, je ne suis pas technique, je ne suis pas ingénieur, mais je dois comprendre toutes ces spécificités-là pour derrière pouvoir les présenter ben, aux parties prenantes, aux acteurs du territoire, au public. Parce qu'on tient aussi beaucoup de stands, on se rend présent au Féno, à certains salon de l'emploi. Ben, l'idée, c'est que comme c'est une filière nouvelle, que ce soit nous ou nos concurrents, ben, on essaye tous de faire parler de nos métiers, de le démocratiser, de montrer que les parcs éoliens en mer, ben, c'est pas si sorcier que ça et que c'est nouveau, mais on est prêt à en parler. Donc, c'est un peu, nous, l'essence de nos métiers. Après, maintenant, vous avez peut-être déjà vu, mais on a un peu des nouvelles vitrines sur place, puisque que ce soit à Fécamp ou dans le cas du Calvados à Ouistreham, nous avons des bases de maintenance qui ont été construites. L'intérêt de ces bâtiments, donc, c'est de piloter la construction des parcs, mais également, une fois que le parc est construit et en exploitation, de surveiller sa production. Ce sont des bâtiments qui sont du coup des bâtiments de travail pour nos équipes, mais c'est vrai qu'on est ouvert de plus en plus ces bases de maintenance au public, l'idée étant d'en faire un petit peu une vitrine de nos métiers. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de participer à une de ces visites, mais voilà, on s'ouvre souvent à des publics de scolaires, littéralement du primaire jusqu'au Master 2. Donc on essaye vraiment tout au long de la- la- l'éducation des jeunes de se rendre disponibles pour présenter nos métiers. En adaptant évidemment notre discours, parce que les plus petits, les Master 2, ils n'attendent pas forcément les mêmes informations. On a aussi ouvert nos bases de maintenance à des visites pour des chercheurs d'emploi. Voilà, tout un tas de publics qui pourraient être intéressés par nos métiers. Et c'est vrai que bah, je peux vous en parler un petit peu. Dans ces bases de maintenance, on va plutôt être sur des emplois. On va à chaque fois viser plutôt des personnes locales. Donc, je sais que là, à Ouistreham, dans notre base de maintenance pour le parc éolien en mer du Calvados, on a essentiellement des personnes qui viennent de Bayeux, de Caen, enfin vraiment toute la région, enfin le département du Calvados, pardon. On va avoir tout un panel d'emplois sur ces bases de maintenance. On va attendre des logisticiens, des assistants. Je dis tous ces métiers au masculin, mais évidemment, ils sont 100% enfin, à- ouverts aux hommes comme aux femmes. Mais par convention, je parlerai au masculin. Donc, des emplois de logisticiens, d'assistants, des emplois de techniciens de maintenance. Euh, c'est des métiers qui finalement existent déjà, hein, puisque technicien de maintenance en éolien, bah, ça existe sur Terre. C'est juste que du coup, ça nécessite quelques spécificités, à savoir avoir un petit peu le pied marin, puisque bah, pour aller entretenir une éolienne, il faut faire 45 minutes de bateau depuis Ouistreham pour aller en mer. Donc on a pas mal de techniciens qui nous ont rejoints, étaient des techniciens de maintenance terrestre, mais du coup ont dû passer certaines habilitations supplémentaires, à savoir des modules de survie en mer, de travail en hauteur, parce que nos éoliennes vont monter jusqu'à 100 mètres de haut. Donc voilà, il faut avoir ces habilitations-là et cette formation-là. Et évidemment, quelques habilitations électriques supplémentaires. Euh,
On recrute actuellement, bon, là, pour l'instant, on a une trentaine de personnes à la base de maintenance du Calvados. En exploitation comme à Fécamp, ce sera plutôt voilà, une petite centaine d'emplois pérennes qui vont graviter autour des bases de maintenance. Donc nous, voilà, il y aura 2 types de techniciens de maintenance dans nos bases. Des techniciens EDF renouvelables qui vont s'occuper de la maintenance des fondations des éoliennes et du poste électrique en mer, qui est le transformateur situé au cœur du parc. Et il y aura aussi des techniciens de maintenance Siemens Gamesa, donc qui est notre fournisseur d'éoliennes. Ce qui me fait rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a des métiers à pourvoir au sein des parcs éoliens en mer et du coup en local en Normandie avec nos bases de maintenance. Mais il y a également tout un écosystème d'emplois qui s'est créé en marge et autour de nos parcs, puisque nous, EDF Renouvelables, par exemple, on ne sait pas construire nous-mêmes des parcs éoliens en mer. On fait appel à des sous-traitants et on a eu pour ambition de faire appel à des sous-traitants le plus possible locaux, donc normands ou français. Et donc, par exemple, comme je vous le disais, nos éoliennes n'ont pas été fabriquées par nous, mais par Siemens Gamesa, qui a construit une usine au Havre, donc qui emploie actuellement 1200 personnes de mémoire, donc qui va construire les pales et les nacelles des parcs EDF renouvelables, mais également des parcs d'Engie, donc situés à Hueux-Noirmoutier et à Dieppe-le-Tréport. Donc, c'est une usine qui a vocation à être pérenne, évidemment, et même peut-être à faire de l'export d'ailleurs pour d'autres pays européens. Donc, voilà, ça, c'est des métiers qui ont été créés en marge de la filière des parcs éoliens en mer. On a aussi, donc, pour le parc de Fécamp, pour ceux qui sont havrais ou qui sont passés au Havre, vous avez peut-être vu le chantier des fondations gravitaires de Fécamp, donc ces forêts cette forêt de 71 fondations en béton qui ont été construites au Havre. Donc là, c'était le consortium Bouygues Saipem Boskalis qui avait fait ces fondations. Donc ça a généré beaucoup d'emplois pendant la période du chantier. Et ensuite, pour la construction de parties d'éoliennes, on pourra attendre des chaudronniers, voilà, tout un tas de métiers plutôt techniques et manuels pour la construction d'éléments des éoliennes. Enfin, nos bases de maintenance ont été construites également par des entreprises de construction locales. Et on va faire aussi appel à beaucoup de services maritimes, par exemple des bureaux d'études qui vont nous installer des bouées en mer pour faire des études scientifiques. On va aussi faire appel à des entreprises, donc comme je pense à Normandie Offshore Service, que l'on va employer pour s'occuper de faire les transports de nos techniciens de maintenance depuis la terre jusqu'en mer. Des bateaux qui vont aussi être utilisés pour faire des surveys, dont des études scientifiques en mer. Donc voilà, il y a tout un écosystème, on va dire, maritime et du BTP qui va se construire autour de ces parcs éoliens en mer là, donc qui a généré et qui va continuer de générer des emplois en Normandie. Je ne sais pas si à ce stade quelqu'un a des questions. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez une question, soit en levant la main, soit dans le chat, hein, mais c'était très clair, effectivement. Merci. On a bien vu le panel très très large de métiers finalement qui sont ouverts au recrutement grâce à l'installation de ces parcs. Hein. C'est pas deux, trois métiers, effectivement, c'est un gros panel, y compris dans les métiers de la construction et des choses très connexes. C'était intéressant de voir votre parcours aussi, où vous n'avez pas justement ce background technique, mais vous travaillez tout de même dans le domaine. C'est intéressant Oui. de le savoir que ce type de parcours est possible et que ce type de profil peut tout à fait s'insérer dans les métiers des énergies décarbonées. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir. Je vais passer la main à Jérémy. Jérémy, je vais même vous donner la main pour que vous partagiez votre support. Donc vous, Jérémy, vous allez nous faire un focus plutôt sur le photovoltaïque. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci Alexandra. Effectivement, un petit focus sur le photovoltaïque. Je vais commencer par présenter notre syndicat. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Et Oui, le tout à diaporama? fait. Oui. Voilà. Donc, pourquoi alors, le SDEC Énergie intervient dans cette manifestation? L'idée, en fait, notre syndicat est le propriétaire des réseaux d'électricité basse tension. Il faut savoir qu'on existe depuis 1938. Les communes, après la Seconde Guerre mondiale, se sont électrifiées. Elles sont compétentes pour la compétence électricité qui vise à électrifier le milieu rural historiquement, donc des renforcements, des extensions de réseaux. Et ces communes se sont regroupées très souvent en France à l'échelle départementale en syndicats d'énergie. Voilà, donc notre syndicat d'énergie est ce qu'on appelle une autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
Nous nous occupons des extensions, renforcement de réseaux basse tension, tout ce qui est inférieur à 20 000 volts. Et on propose aussi aux collectivités territoriales des compétences plus à la carte, comme l'éclairage public depuis 1984, et des compétences liées à l'énergie renouvelable, dont lesquelles notre service s'occupe. Alors, 3 cordes à l'arc de notre service. On fait des achats d'électricité et de gaz naturel sur les marchés européens pour le compte des collectivités de la Normandie. Par l'intermédiaire de ce groupement d'achat, on négocie plus de 200 millions de kilowattheures de gaz et d'électricité chaque année auprès des grands fournisseurs. La deuxième activité, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments communaux. Alors, on ne va pas forcément s'attarder sur ce sujet aujourd'hui, mais l'idée, c'est d'aiguiller les élus pour faire des économies d'énergie sur leur parc bâtiment. Parc est souvent emblématique. On va retrouver des mairies, des écoles, des salles des fêtes, etc. Et la troisième corde à l'arc de notre service, c'est la production d'énergie renouvelable au travers de chaufferies bois dédiées ou de réseaux techniques de chaleur pour décarboner et baisser la facture d'électricité ou de gaz des collectivités, et aussi la production photovoltaïque au travers de toitures photovoltaïques. Voilà, donc pourquoi s'intéresser au photovoltaïque dans notre département? Tout simplement, même ces arguments sont valables au-delà du Calvados, lutter contre le dérèglement climatique, diminuer ses factures d'électricité quand on est sur des projets en autoconsommation, refaire sa toiture parce que le panneau photovoltaïque peut se substituer à l'ardoise et à la tuile dans certains cas, avec une intégration parfaite au bâtiment. C'est notamment ce qui est demandé quand on a des bâtiments qui sont soumis à des règles des architectes des bâtiments de France, dans un patrimoine bien ciblé. On peut s'engager aussi pour le développement d'une énergie renouvelable propre et bien acceptée par les populations. Le photovoltaïque a ce gros avantage par rapport à l'éolien et à la méthanisation d'être relativement bien accepté par les populations. Et l'idée, c'est aussi de profiter de la forte baisse du prix des panneaux. Ce prix a été divisé par 9 en 7 ans. C'est donc très intéressant de s'attarder sur cette technologie. Alors, d'autant plus que plusieurs configurations sont possibles. Vous avez ici l'exemple de notre siège social au nord de Caen, au SDEC Énergie. Donc, on a tout d'abord une installation qui est en toit terrasse, que vous voyez sur l'image de gauche, avec des toits terrasses qui sont très nombreux et qui peuvent être solarisés sans trop de difficultés en posant des bacs lestés en toiture. On peut le voir sur l'image du milieu, on a aussi des panneaux qui sont intégrés en brise-soleil. Notre bâtiment est tout vitré, orienté au sud, et du coup, on a des problèmes d'inconfort qui peuvent être réglés en partie grâce à ces brises-soleil qui sont posées entre nos arches. Et enfin, on peut aussi l'installer en ombrière de parking. Vous avez ici 2 places de stationnement sur l'image de droite qui sont couverts en ombrière de parking avec des panneaux qui étaient à l'époque fabriqués dans l'ordre. Voilà, donc on peut en installer en toit traditionnel, en toit terrasse, en brise-soleil ou en ombrière de parking. Alors, ça ne marche pas en Normandie, ça c'est une idée reçue. C'est vrai qu'on a un défaut d'ensoleillement en Normandie. Si on se compare par exemple par rapport à Montpellier, on a une performance qui est baissée de l'ordre de 28%. Mais malgré tout, on observe quand même un gisement intéressant dans tout le nord de la Loire, et notamment aussi dans des pays voisins qui sont nos amis anglais ou allemands. Voilà, donc on a un potentiel de production qui n'est pas anodin. Chaque kilowatt crête, qui est l'unité du photovoltaïque, peut permettre sous nos latitudes de produire environ 1000 kWh par an. Alors en général, on va être sur des installations particulières qui font 3, 6 ou 9 kW crête. C'est donc des installations qui vont produire 3000, 6000 ou 9000 kWh chaque année. Je rappelle juste qu'un foyer qui n'est pas chauffé électriquement va consommer à peu près 2500 kWh par an. Donc, ça peut permettre de couvrir une bonne partie des besoins quand on est en autoconsommation. Alors, on a un cadastre solaire sur notre département et c'est valable aussi comme d'autres métropoles comme Nantes ou Toulouse. Vous pouvez cibler votre toiture et voir s'il est opportun de faire un projet photovoltaïque. Alors, c'est à destination des agriculteurs qui peuvent voir leur hangar agricole, des chefs d'entreprise pour leurs locaux de PMI, PME, des particuliers et aussi des collectivités qui peuvent assez facilement savoir si sur leur bâtiment c'est intéressant de s'y attarder ou non. Bien sûr, on va poser les panneaux solaires au sud, mais si vous avez des amis à La Réunion, le gisement va être intéressant sur le pan nord. On va attraper l'équateur. Alors, quelques métiers en lien avec le photovoltaïque pour coller aux besoins de la filière. Plusieurs métiers sont nécessaires. On a les métiers tout simplement de fabricant de matériel ou de designer. Alors, beaucoup de cellules photovoltaïques sont produites en Asie du Sud-Est, mais il y a pas mal de panneaux qui sont
produits et assemblés en Europe ou en France. Donc, ça va être des métiers sur la chaîne d'assemblage des modules ou tout simplement en assemblant de manière innovante des panneaux existants. Hein, on a une diversité d'applications qui est infinie. Quelques exemples ici, hein, donc on en a parlé en toit terrasse, en toiture traditionnelle, en ombrière de parking. On peut aussi avoir en carport. Nos amis scandinaves l'installent aussi en garde-corps parce que le soleil est bien plus rasant et du coup on va plutôt attraper le rayonnement en mettant ça en garde-corps ou en allège de mur. Voilà, donc sur un bâtiment, on peut même aussi en avoir sur des panneaux publicitaires, en mur rideau aussi, dans les fenêtres, avec des films solaires qui se développent de plus en plus. Alors, c'est des exemples qui sont valables pour le logement ou pour les bureaux. On peut retrouver aussi quelques exemples d'applications dans le mobilier urbain, hein, par exemple sur des matériels un petit peu innovants, comme des arbres solaires qui s'installent sur des ronds-points, par exemple, des abribus, des aires de pique-nique ou tout simplement des bancs qui sont solarisables pour permettre, par exemple, la recharge de petits matériels comme des téléphones ou des tablettes, voire même des trottinettes. Voilà, ça peut être aussi posé chez le particulier, en abri de jardin, en abri pour le bois, ou alors tout simplement en table de jardin. Voilà, tous ces exemples sont, font appel à des métiers de designer de fabriquer ces matériels innovants. On a aussi quelques exemples d'accessoires, hein, que ce soit des accessoires de mode ou de randonnée, des gilets aussi qu'on peut retrouver pour recharger son téléphone avec ici le but qui est de pouvoir augmenter l'autonomie de ces appareils connectés. Voilà, c'est des choses qui vont être amenées à se développer de plus en plus. Le prix est encore assez fort, mais mine de rien, ça se développe dans cette filière. On va également avoir donc dans ces métiers des formations qui vont avoir recours à des métiers type Bac+2, électrotechnicien ou Bac+5, école de design, soit sur des filières scientifiques ou techniques. Voilà, ça c'est le premier item. On a des deuxièmes métiers qui sont des métiers de concepteurs et d'installateurs. Donc nous, on fait appel quand on lance nos marchés publics à des bureaux d'études et des entreprises spécialisées dans l'installation du matériel en toiture. Quand on fait un projet neuf, c'est bien de dire à l'architecte de faire une monopente au sud avec une légère inclinaison pour capter un maximum de rayonnement. Donc tout ça fait appel à des bureaux d'études en général, courant fort, courant faible, compétents en électricité et en couverture, et des entreprises installatrices qui ne sont pas en nombre très significatif. Hein. On observe que finalement la filière mérite d'être structurée sur ce volet-là. Pas énormément d'installateurs à l'échelle du département, voire même à l'échelle de la Normandie. Donc, ça peut être des métiers d'avenir pour les futures générations de poseurs de panneaux solaires en toiture notamment. Donc, l'idée, c'est de s'attarder sur le dimensionnement de l'installation, de prendre en compte les données d'urbanisme aussi, de choisir un matériel qui est esthétique là où il y a un besoin et de répondre aux besoins du client sur ces volets couverture et électricité. Alors, quand on pose des panneaux, on va s'intéresser à la toiture, au chemin de câble qui va aller chercher le local électrique et aussi au raccordement au réseau parce que très souvent, notre installation n'est pas en autonomie. Donc, ça fait également appel à des métiers de voirie et de réseaux divers. Alors là, par exemple, ce sont des métiers de même chose hein, qui vont concerner les professionnels du bâtiment, que ce soit des formations Bac+2 à Bac+5 pour les métiers d'ingénieur, par exemple. Vous avez également des métiers dans le contrôle technique. Hein. On va solliciter des bureaux de contrôle pour vérifier le bon dimensionnement des installations en adéquation avec les normes en vigueur sur la partie électrique et structurelle. On va retrouver des entreprises très connues comme Bureau Veritas, Quali-Consult, Socotec, qui ont des besoins d'ingénieurs formés sur ces thématiques-là. Alors, on va également avoir des métiers qui vont vérifier la solidité de la structure. Donc, est-ce que la charpente est en capacité de recevoir les panneaux? Est-ce qu'il faut la renforcer? Et si oui, dans quelle proportion? Et à quel coût? Une fois que l'installation est posée en service, injecte sur le réseau, on va avoir des métiers d'exploitant sur les très grandes installations. On en a parlé sur l'éolien offshore tout à l'heure, mais l'exploitation est très importante pour surveiller le bon fonctionnement des installations, réparer les pannes le plus rapidement possible quand elles interviennent, hein, parce que chaque journée de production perdue, finalement, dégrade le modèle économique de l'installation, sur des fois des modèles qui tournent 20 ou 30 ans. Et l'idée, c'est d'optimiser la production. Est-ce que, par exemple, des panneaux méritent d'être nettoyés? Est-ce qu'on peut gagner de la production en faisant une maintenance régulière?
Vous avez ici, par exemple, une installation qui est sur une piscine, plutôt à plat. On est sur une journée du 31 décembre qui est peu ensoleillée, mais mine de rien, on a quand même une production constatée. Et l'idée, c'est bien de suivre sa production jour par jour, semaine par semaine, mois après mois, pour ne pas rater des périodes de production favorables. Hein, quand on est dans le solaire, on a à peu près 70% de la production qui se fait sur l'année entre les mois de mai et d'octobre. C'est donc très important de ne perdre aucune journée ensoleillée des mois de juin, juillet, août, par exemple. Alors là, ce sont des métiers avec minimum une formation Bac+2, électrotechnicien aussi, par exemple, ou génie climatique, sur des filières scientifiques ou techniques. On va également avoir des métiers de la recherche, hein, parce que les composants s'améliorent de trimestre en trimestre. Hein. Le même panneau, on se revoit dans 6 mois ou dans 1 an, il va produire quelques watts crête supplémentaires par rapport à ce qui existe maintenant. On va toujours capter du rayonnement supplémentaire au travers des différentes couches de silicium qui existent dans une cellule. Donc voilà, on peut imaginer que demain, on ait des panneaux qui soient presque 2 fois plus puissants que ce qui existe aujourd'hui. L'innovateur dans le domaine, c'était plutôt l'aérospatial, mais depuis, la filière est bien éprouvée et on fait des progrès constamment sur les panneaux en silicium, que ce soit du monocristallin ou du polycristallin. Donc là, on va plutôt être sur des métiers de la recherche avec des doctorats qui travaillent sur les performances en silicium ou sur le matériel dernière génération. Quelques exemples des projets qui ont eu lieu ces dernières années avec plus ou moins de succès. La route solaire qui visait à recharger et à produire de l'électricité sur la voirie, ou tout simplement, je vous en parlais tout à l'heure, des films solaires pour des vitres sur des bâtiments qui ont une surface vitrée importante. Des films souples qui sont capables de capter une partie du rayonnement, et dans ce cas, on vient effacer les besoins du bâtiment, les besoins qu'on peut avoir constamment. Hein. Ça va être des groupes de VMC, par exemple, ça peut être de la production d'eau chaude sanitaire qui fait office d'une batterie à moindre coût. Bref, tout ce talon de consommation peut être évité pour des bâtiments qui sont utilisés en journée et l'été. Quelques exemples aussi sur des matériels très très innovants dans l'aviation. Hein. Vous avez peut-être entendu parler d'un tour du monde qui s'est fait avec un avion solaire, Solar Impulse, avec Bertrand Piccard, un ingénieur aéronautique suisse. On a également des technologies qui se développent de plus en plus sur l'automobile pour pallier à quelques besoins une fois que le véhicule est en stationnement, par exemple. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Alexandra pour cet événement. Merci beaucoup, Jérémy. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions pour Jérémy maintenant ou plus tard. Hein. Si les questions vous viennent après, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Je les ferai parvenir à nos différents intervenants. Mais on va continuer notre focus métier maintenant avec un focus sur les métiers de l'industrie nucléaire. Donc, je vais passer la parole à Vincent. Vincent, je partage ton support, hein, c'est ça? Alors, Vincent, je t'en prie, je crois que tu as ton micro qui est coupé pour l'instant. Oui, excuse-moi, oui, j'avais cru le remettre, mais non. Vas-y. Bonjour à tous. Donc, je m'inscris dans le cadre effectivement du 3NC dont reparlera Ilona après, donc sur l'avenir du nucléaire en Normandie. Donc, rapidement, qui je suis? En fait, moi, je suis ingénieur sur l'ENSI de Caen. Je suis rentré à EDF comme formateur en fait, pour la conduite des centrales nucléaires. Ça m'a permis aussi de bien connaître les installations, parce que d'aller sur le terrain avant d'être formateur. J'ai travaillé ensuite beaucoup sur la relation avec les entreprises, en développement industriel, en vente d'énergie aux grandes entreprises et aux achats, avec des métiers d'expertise achat, et sur de la politique industrielle, c'est-à-dire la vision prospective de l'équilibre entre les besoins d'une entreprise et la capacité de ses fournisseurs à répondre à ces besoins-là. Et donc, je travaille maintenant au sein de l'Agence régionale d'orientation et des métiers pour l'attractivité des métiers du nucléaire. Parce que, comme vous allez le voir, nous avons de gros besoins. Quelles sont les catégories de métiers que l'on peut trouver dans le nucléaire? Si on les regroupe par paquet, on a le premier, c'est concevoir, rechercher, parce qu'effectivement, avant de construire et d'exploiter, il faut bien avoir une idée de ce que l'on veut faire. Il faut préparer tout ça, il faut organiser. Parce que nous sommes sur des chantiers hors normes à l'échelle européenne, voire plus, puisque ce sont un chantier comme, j'anticipe un peu, comme celui de Panly, c'est en pointe 10 000 personnes sur le chantier. Donc, ce sont des très gros besoins en main-d'œuvre pour construire. Donc, il faut organiser avant de construire et de fabriquer. Il faut travailler sous des références qualité très fortes, puisque le nucléaire, c'est un très bel outil, je trouve, mais il faut avoir des normes, il faut être très rigoureux quand on construit, quand on exploite ce type d'usine.
Et donc l'exploiter, c'est aussi la maintenir. Et une fois qu'elle arrive en fin de son cycle de vie, c'est la démanteler. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le cycle de vie d'une centrale nucléaire, on est autour du siècle, entre la construction, l'exploitation et la déconstruction. Donc on est sur du long terme. Donc ce sont des métiers sur la durée. C'est-à-dire ceux que j'ai pu rencontrer dans la filière il y a quelques années déjà, on les retrouve encore aujourd'hui. Ils ont évolué, ils ont changé de métier, d'entreprise, mais c'est une filière où en général on reste. Voilà. Et des métiers d'appoint comme acheter, gérer, administrer, parce que ce sont des grosses structures, donc il faut du monde. L'emploi. Donc la Normandie, c'est une grosse région d'emploi pour le nucléaire. C'est 15% des emplois nucléaires par rapport aux 114 000 emplois identifiés en France. Alors les chiffres sont un peu variables selon le périmètre que l'on prend, jusqu'où on va dans la sous-traitance. Est-ce qu'on prend que les emplois directement liés à construction, production, ou on va plus large sur les emplois tertiaires, enfin bon. Et c'est une répartition sur 67 des métiers principaux, sachant que la répartition a évolué en Normandie, parce que ce chiffre est en 2021, et maintenant, donc on lance le chantier Panly, donc ça va augmenter, puis il y a d'autres projets, notamment sur Cogéma-Lag, enfin il y a un certain nombre de projets, et aussi des gros projets de maintenance des centrales pour garantir leur durée de vie, aujourd'hui envisagée jusqu'à 60 ans pour certaines centrales. Donc on va parler à la fois dans les catégories de métiers du nucléaire civil et du nucléaire militaire. Le nucléaire militaire, c'est Cherbourg, avec la construction des sous-marins. Donc là aussi, on est aujourd'hui dans des perspectives d'emploi importantes. Donc quand un des intervenants expliquait les difficultés de l'emploi dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle la concurrence à l'embauche, puisqu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui dans les métiers de l'industrie. Et dans les métiers civils, il y a le cycle du combustible, c'est-à-dire qu'on est sur du uranium enrichi. Donc, au-delà du minerai d'uranium qui est pris dans des mines, notamment en Afrique, il faut enrichir pour avoir un matériau capable de provoquer des réactions nucléaires. Ensuite, il faut construire les cycles combustibles. Il y a aussi ensuite les déchets et le retraitement de ces déchets et le stockage de ces déchets. Ensuite, il faut construire, produire, maintenir, puis démanteler. Donc, sur le cycle évoqué. Donc, 73%, quand même, les 3/4 sont liés à l'exploitation. Si on est sur la répartition des métiers, il y a beaucoup de métiers. Là, on est sur un périmètre de 67 métiers et il y en a plus que cela. On est quand même largement au-delà de 100 métiers si on censé l'ensemble des métiers de la filière nucléaire. Donc 67, c'est la cartographie, notamment sur les métiers les plus, ce qu'on appelait tendus, j'en reparlerai après. Mais on voit que finalement, dans tous ces métiers, finalement, il y a 20% qui sont liés directement au processus nucléaire. Pour le reste des métiers, on est sur des métiers standards dans l'industrie. On va trouver des chaudronniers, du génie civil, de l'électricité, on va trouver des essais, du management de projet, des machines tournantes. En fait, on n'est pas sur des métiers à forte technicité, on est sur des métiers à fort savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut respecter des consignes et des procédures pour garantir la sûreté des installations, la sécurité des personnes. Évidemment, tuyauterie, soudage, informatique, enfin je vous en reparlerai. Sur les catégories de métiers, bon, je vous ai cité quelques métiers que l'on peut trouver dans ces catégories. Donc concevoir, il y a la veille, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la France qui construit des centrales nucléaires, c'est un marché assez dynamique au niveau mondial. J'ai vu cette semaine que l'Angleterre avait actuellement 2 centrales en construction, 2 qui vont démarrer, et aura un projet sur une 3e. Il y a dans l'Europe de l'Est, dans les Émirats arabes, même certains pays pétroliers aujourd'hui s'intéressent au nucléaire parce qu'ils anticipent la fin des ressources pétrolières. Donc il faut concevoir, il faut explorer, puisque préparer une centrale, il faut préparer le terrain. Le terme est très juste dans ce cas-là, parce qu'il faut une grande stabilité de terrain. Après, il faut préparer, donc il faut piloter des projets, planifier, il faut des ingénieurs méthodes, des contrôleurs, des managements de contrats. Il faut suivre les contrats une fois qu'ils ont été notifiés. Donc, ce ne sont pas des contract managers. Donc, tous ces métiers, en fait, on va être sur des niveaux d'études assez variables, du technicien jusqu'à l'ingénieur, voire un peu plus. Donc, on est vraiment sur un périmètre assez large en matière de métier. Notamment, quand on va arriver sur construire et fabriquer, il faut des gens qui aient des CAP pour souder, pour faire des installations électriques,
voilà, pour usiner, ajuster. Enfin, donc, on a des métiers de construction, des essais, de la fabrication. On a des contrôles non destructifs parce que c'est important dans nos usines de contrôler ce qui a été fait, de garantir la bonne réalisation des travaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques prolongations de durée de construction sur Flamanville parce qu'il y a eu des contrôles qui ont été faits. On a vu qu'il y a eu des écarts à la construction, donc on a repris les travaux avant de continuer. Il y a la logistique, c'est un très gros secteur dans nos industries. Si je vous donne un chiffre, c'est autour de 700 millions d'euros par an pour l'ensemble du parc EDF, la logistique. Dans la logistique, il y a de la manutention, il y a du levage, et il faut accompagner. Donc, il y a hygiène, santé, sécurité. Donc, c'est garantir la qualité de vie au travail aussi. Enfin, c'est garantir la qualité du travail, qu'on soit dans un environnement qui permettent de travailler dans de bonnes conditions de sûreté et de santé. Sur les métiers suivants, donc on va être sur la qualité. Donc on ne sera jamais assez sur l'importance de la qualité. Alexandra, tu peux passer au suivant. Merci. Donc les métiers d'assurance qualité, de surveillance et d'inspection. Donc un inspecteur, ce n'est pas forcément un ingénieur, c'est un technicien qui a les capacités à comprendre ce qui se fait et à suivre que les travaux soient faits dans des bonnes conditions de sécurité, que les personnes aient leurs EPI conformes, qu'ils les aient et qu'ils soient conformes. Quand on a des échafaudeurs qui travaillent dans les conditions de sécurité de travail à hauteur, avec des harnais, avec un certain nombre d'équipements qui garantissent leur sécurité. Et ensuite, une fois que la centrale est construite, il faut l'exploiter. Alors, l'exploiter, c'est pas plus compliqué. Quand ça fonctionne, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'automatisme. Donc, la réaction en chaîne nucléaire est surveillée. Mais régulièrement, il faut changer le combustible. Donc, on arrête les centrales pour changer le combustible, une partie du combustible, pour mettre du neuf et puis mettre en déchet les plus anciens. Et on en profite en général pour faire des travaux de maintenance et de surveillance de matériel, vérifier qu'il fonctionne toujours bien et qu'il soit en tête de continuer encore pour quelques temps. Donc, il y a des métiers de sûreté radioprotection, s'assurer qu'effectivement toute la radioactivité soit contrôlée, que la qualité de l'eau soit bonne. Donc, il y a des grosses installations de traitement des eaux sur centrales, une eau assez pure. Donc, on a des centrales nucléaires, il y a parmi les plus grosses stations de déminéralisation du milieu industriel. De la gestion de déchets, parce que toute activité classique génère des déchets. Et puis, même en cours de vie, il y a des conditions de démantèlement et d'assainissement. Et pour tout cela fonctionne bien, il faut acheter. Donc, EDF achète pour quelques milliards d'euros par an. Donc, ce sont des chiffres assez importants. C'est une des plus grosses directions des achats c'était industriel toujours, puisque c'est à peu près autour de 800 personnes à la direction des achats d'une entreprise comme EDF. Et il faut gérer, administrer, il faut des informaticiens, il faut des comptables, il faut du suivi RH, il faut des juristes. Il y a plusieurs centaines de juristes dans l'entreprise. Voilà, donc on retrouve vraiment tous les métiers, au-delà des 67 métiers techniques identifiés. Et on a des métiers dits en tension, donc des métiers pour lesquels on sait qu'il est plus compliqué de trouver des ressources, des personnes disponibles. Il n'y a pas assez aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, d'où ces actions qu'il y a 3NC, d'attractivité de ces métiers, pour dire ce sont des beaux métiers, il y a de l'avenir, et il y a des métiers très variables. Donc, je vous laisse regarder, en génie civil, des dessinateurs, projeteurs, des beaux métiers, des câbleurs, on parlera toujours aussi des chaudronniers, des soudeurs, enfin, il y a tout type de métiers, il y a beaucoup de métiers qui sont recherchés. Et si on regarde la Normandie plus particulièrement, on va chercher des métiers dans le génie civil, donc dessinateurs, projeteurs, parce qu'il faut préparer les plans, il faut savoir comment intervenir, il faut des planificateurs notamment, et puis des câbleurs, des bobiniers, des régleurs, enfin des techniciens déchets. Donc il y a beaucoup de métiers assez variés où il y a du monde de recherché. Et pour terminer, ça, je vais récupérer le temps pour Alexandra. Il en manque un. Ah. Juste avant. T'en prie. Donc, il y en a un après, non? Non, il n'y en a pas. Non, mais... Non, bon. C'était simplement pour vous dire que la filière, aujourd'hui, c'est à peu près autour de 10 000 emplois, enfin, dans la vue, 100 000 emplois, etc. Donc,
Les besoins en fait, de la filière, c'est autour de 10 000 personnes par an pendant 10 ans, puisqu'il y a les besoins supplémentaires en emploi et il y a le renouvellement des gens qui vont partir, eux, en activité compte tenu de la courbe des âges. Donc, il y a beaucoup de besoins dans beaucoup de métiers, en conclusion. Merci beaucoup, Vincent. Avant de passer la parole à Ilona, moi j'ai une question qui s'adresse aux trois intervenants qu'on vient d'avoir, hein, donc nucléaire, éolien et photovoltaïque. La question est la suivante. Ces solutions ont un temps fini de 20 ou 30 ans. Qu'en est-il des solutions de recyclage des installations et des outils? Est-ce qu'elles sont déjà intégrées au projet ou est-ce qu'il va falloir y songer quand ça va arriver? Alors, je vais répondre en premier parce que j'ai la parole, puis je laisserai les autres sur leur sujet qui sont assez différents. Pour contenu nucléaire, oui, c'est prévu dès la construction, puisqu'il y a des provisions qui sont faites au fur et à mesure de la vie de la centrale pour garantir effectivement la déconstruction pour la centrale elle-même. Et les déchets dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait Orano qui se charge de les récupérer, de réutiliser ce qui peut être réutilisé, de réduire ce qui n'est pas réutilisable, pour le vitrifier, pour en faire des volumes de stockage relativement faibles qui seront à terme enfouis dans un site qui est en cours de préparation en Haute-Marne. Oui, de toute façon, on l'a vu parce que tu as évoqué les métiers du démantèlement et de la gestion des déchets, donc effectivement, c'est intégré. Côté photovoltaïque et côté éolien, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question-là? Oui, côté éolien, donc nous, en tout cas pour l'éolien en mer, donc l'ensemble de nos projets, chaque projet coûte 2 milliards d'euros en moyenne. Dans ces 2 milliards d'euros, on a déjà compté le coût du démantèlement qui est mis de côté et on a l'obligation dans le code de l'environnement vraiment de bloquer cet argent sur un compte à part. On a des permis d'exploitation et de construction qui durent à peu près 25 ans et on a l'obligation donc au bout de 25 ans de démanteler et de recycler l'ensemble de nos parcs et du coup l'argent est déjà provisionné pour cela. En moyenne, un parc éolien en mer est recyclable à 90% puisque l'essentiel de nos composants sont des câbles qui vont être faits en aluminium ou avec une gaine autour. Nos éoliennes, elles sont faites en acier. Donc tout ça, c'est des matériaux qu'on sait très bien recycler. Le seul composant qui serait un peu plus compliqué à recycler sont les pales d'éoliennes parce qu'elles sont composées de fibres de verre et de fibres de carbone. Et de résine, tout ça un peu aggloméré. Donc, pour l'instant, on savait juste les valoriser en les transformant, en les brouillant, par exemple, en les mettant sous les routes ou en les transformant en mobilier urbain comme des abribus. La nouveauté, c'est que là, par exemple, sur le parc du Calvados, on va être le premier parc éolien dans le monde, en fait, à se doter de jeux de pales entièrement recyclable. Donc la technologie, voilà, les fournisseurs d'éoliennes évoluent par rapport à ces problématiques de recyclage. Donc il y a les premières pales recyclables qui commencent à sortir et on fait un test sur le parc du Calvados. D'accord. Voilà. Et la question qui se posera juste dans 25-30 ans quand on enlèvera les parcs éoliens en mer, c'est que comme les fondations représentent rapidement des habitats pour les espèces marines dans l'eau, c'est-à-dire qu'elles sont recolonisées très vite par des poissons, par des crustacés, enfin la faune revient très vite. Est-ce qu'on les laissera telles quelles pour pas déranger la biodiversité et en faire des réserves ou est-ce qu'on les enlèvera? Ce sera l'État qui est notre client qui choisira le moment venu. Mais en tout cas, voilà, le recyclage est également prévu de notre côté. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup. Et côté photovoltaïque, est-ce que c'est prévu également? C'est déjà intégré? Alors, ce qui concerne le photovoltaïque, la question se pose du démantèlement, effectivement. Alors, le panneau, il faut savoir qu'il va être, au bout de 25 ans, enlevé et peut-être remplacé par un autre panneau beaucoup plus puissant. En termes de déchets, donc il y a à peu près 85, voire 90% dans certains cas du panneau en lui-même qui est recyclable, hein, parce que c'est de l'aluminium, c'est du verre recyclable à l'infini, c'est du silicium qui va intéresser la filière. Il y a une usine qui a ouvert en Gironde pour recycler ce silicium déjà raffiné et en faire de nouveaux panneaux. Voilà, donc l'idée c'est de repowering, de faire de remplacer les panneaux par des panneaux plus puissants d'ici 20 à 25 ans. Et puis après, les systèmes d'accroche, les gaines et le fourreau en voirie existera toujours, que ce soit pour des installations de collectivités ou de particuliers. Donc en fait, l'installation méritera d'être remplacée avec des panneaux nouvelle génération. D'accord. Merci beaucoup. C'était une très bonne question, c'était important, je pense que vous puissiez y répondre. Ilona, je te redonne la parole du coup pour faire un focus sur ce fameux projet 3NC. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon,
Bonjour à toutes et à tous. Alors, 3NC, l'avenir du nucléaire, s'écrit en Normandie. Mes camarades de présentation vous ont expliqué tous les métiers qui existent et merci à eux d'avoir présenté les métiers et les formations. On sait qu'on a un besoin critique de formation et de solutions pour répondre aux besoins de toutes ces filières des énergies décarbonées qui se développent en Normandie aujourd'hui. C'est quand même une très bonne nouvelle pour notre région. Et donc moi, ce que je vais avoir le plaisir de vous présenter, c'est finalement une solution. Une des solutions. Donc, le projet 3NC, vous voyez beaucoup de logos à droite. C'est un projet partenarial de 36 partenaires. Soyons clairs, c'est un projet hors norme. Que tous les grands acteurs de la filière nucléaire nationale et normande se fédèrent avec l'ensemble des acteurs pédagogiques de la région. Je pense que c'est un cas tout à fait à part en France et en Normandie. Alors, vous avez les logos des 3 universités, de l'ensemble des écoles d'ingénieurs, donc des écoles d'ingénieurs techniques de Normandie, de l'Académie de Normandie, donc du rectorat, et d'un certain nombre de centres de formation pour apprentis privés. Et puis, vous avez les grands noms, les grandes entreprises du nucléaire, donc EDF, et des 10, Orano qui est à La Hague, et puis des entreprises aussi qui vont contribuer aux chantiers, notamment de Panly, comme Eiffage ou Assystem. Alors, tout ce petit monde s'est réuni sous ce sigle de 3NC. Pourquoi faire? Je propose qu'on passe. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un projet de territoire et de filière. Donc, territoire, parce que 90% de l'offre de formation qui va être développée dans le cadre de ce projet est en Normandie. Et puis de filière, parce qu'on parle des formations qui sont à destination des chantiers, des métiers du nucléaire. Donc, quand on dit chantier du nouvel EPR de Panly, chantiers qui vont avoir lieu à La Hague par Orano, donc justement dans l'aval de la filière pour le retraitement des combustibles usés et du recyclage, eh bien, tous ces chantiers vont faire appel à des métiers qui sont des métiers des domaines des travaux publics, des métiers de l'industrie et des métiers du nucléaire. Quand je parle de nucléaire, c'est à partir du moment où il y a de l'atome et il y a de la radioactivité. Donc, pour répondre à ces besoins, le président de région et puis EDF ont sollicité l'ensemble de ses partenaires. Un dossier a été présenté dans le cadre de France 2030, donc France Relance, au niveau de l'État. Et donc, le projet a été lauréat. Et donc, le projet va développer des formations ou des colorations sur des formations existantes pour répondre aux besoins de ces chantiers du nucléaire. Donc, nous, on parle de formation technique, de formation, on va le voir après, du CAP jusqu'au Bac+6 et de formations qui auront lieu, ou de coloration qui auront lieu en Normandie. Mais vous l'avez compris, on a beaucoup parlé depuis le début de cette présentation des métiers en tension, de métiers d'excellence dans les domaines industriels, dans les domaines du travaux public, dans les domaines du nucléaire ou des énergies décarbonées. Et donc, l'objectif de tous ces acteurs qui se fédèrent pendant 5 ans dans ce projet, c'est d'offrir aux jeunes Normands, en formation initiale ou par apprentissage, des parcours de formation d'excellence sur des plateaux techniques d'excellence vers des métiers porteurs en Normandie dans lesquels il y a de l'emploi et de bonnes rémunérations. Alors, on a rajouté aussi être terre d'expérimentation, puisqu'on sait que par la démographie en France et en Normandie, eh bien, nous allons avoir de moins en moins de jeunes pour rentrer dans les différentes filières. L'objectif n'est pas que les différentes filières se fassent concurrence pour attirer des étudiants ou des jeunes qui sont des Normands et qui auront beaucoup de choix, mais finalement, c'est répondre à un besoin d'un côté pour appauvrir un besoin d'un autre, et ça, c'est pas bon. Donc, nous souhaitons être terre d'expérimentation aussi pour aller chercher des jeunes en France, mais aussi à l'étranger, et les faire venir dans nos formations d'excellence. Alors, il y a beaucoup d'informations sur ce slide. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Vous avez les... Alors, je vais peut-être passer sur les chiffres qui sont en bas à gauche. Donc, notre projet qui va durer 5 ans est donc un projet de 64 millions d'euros. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des protagonistes investissent
investissent dans des formations pour ces métiers d'avenir du nucléaire, de l'industrie et des travaux publics, donc avec un budget de 64 millions d'euros, 42 millions d'euros de subventions de l'État dans le cadre de France 2030, 6 millions d'euros de contributions de la région, 14 millions d'euros des porteurs d'action, donc des acteurs pédagogiques privés, mais aussi des entreprises dont j'ai cité quelques-unes, hein, EDF, Orano, Enedis et Eiffage, mettent 6,5 millions d'euros en numéraire dans le projet. Dans ces 64 millions d'euros, il y a 15 millions d'euros pour des investissements en matériel, dont 5 millions d'euros pour simplement les lycées normands, les lycées professionnels qui vont rentrer dans le projet via des pôles d'excellence et des pôles de référence. Donc, on va aussi avoir l'occasion de moderniser un certain nombre de plateaux techniques dans les différents domaines que j'ai cités. En tout, ce sont 200 classes qui sont touchées. Alors, un tiers de ces classes, ce sont des créations de classes, par exemple dans des écoles d'ingénieurs, ou de l'augmentation de capacité de classe. 57%, c'est vraiment de l'attractivité, de la coloration de formations existantes. Donc, notamment au niveau du rectorat, l'idée est de beaucoup travailler sur l'attractivité des filières techniques et la modernisation, comme je l'ai dit, pour attirer de nouveaux jeunes dans ces formations. Et il y a 11% qui sont plutôt d'ouverture de ces plateaux techniques vers la formation continue. Alors, ça veut dire quoi en effectif? Ça veut dire qu'à la fin de la projet, nous aurons de manière structurelle 5400 jeunes et personnes en reconversion qui passeront par ces classes du projet 3NC. Et sur les 5 ans du projet, ce seront 15 000 personnes qui auront été formées à ces différents métiers pour répondre aux besoins de la filière. Et nous sommes très fiers d'annoncer qu'avec la rentrée 2024, nous avons passé les 1000 étudiants qui sont rentrés dans des promotions dans des classes 3NC. Donc, c'est au CESI de Rouen, à l'INSA de Rouen, à l'ENSI Caen, donc de Caen, chez Builders, qui est l'école des travaux publics de Caen. Donc, c'est plutôt dans des écoles d'ingénieurs. Mais nous avons aussi l'ouverture d'un deuxième centre de formation de l'école des travaux publics de Normandie à Rouen, puisqu'ils avaient déjà une école à Alençon, où là, on est plutôt sur des niveaux CAP à Bac+2. Alors, on est à peu près moitié-moitié entre des niveaux ouvriers et techniciens, donc du CAP jusqu'au BTS, et puis 50% du niveau technicien supérieur, Bac+3, donc dans les BUT, et puis jusqu'au Bac+5. Alors, on a un peu un dilemme, en fait, c'est que pour les chantiers du nucléaire, les entreprises cherchent vraiment des gens qui sont plutôt dans des niveaux d'ouvriers spécialisés ou de techniciens, donc CAP à Bac+2. Mais la Normandie a vraiment besoin d'augmenter ses capacités de formation plutôt pour les niveaux techniciens supérieurs et ingénieurs. Donc, le projet essaye de répondre aux deux. Alors, je ne l'ai pas précisé, moi je suis ingénieure INSA de Lyon, génie mécanique. J'ai fait toute ma carrière dans l'automobile, donc je connais bien les métiers techniques. Aujourd'hui, je suis directrice de ce projet et je pense qu'il est vraiment essentiel qu'on développe l'ensemble des possibilités pour les jeunes Normands, mais qu'on a aussi besoin, que ce soit dans les métiers des chantiers du nucléaire, mais dans toutes nos filières industrielles, de proposer à des jeunes Normands de rentrer dans les métiers techniques aussi dans des niveaux BAP, CAP, BEP, ça n'existe plus, Bac Pro et BTS, parce qu'on a besoin de gens qui ont de l'or dans la main pour réussir. Donc, je vois que je dois accélérer un petit peu. Donc, à droite, il y a la carte qui vous montre qu'on a aussi une préoccupation que ces 200 classes soient vraiment réparties sur le territoire. Donc, bien sûr, les gros pôles, c'est Rouen et Caen, puisque c'est là où il y a les universités, les écoles d'ingénieurs. Mais on a aussi Cherbourg, et vous avez un certain nombre de villes qui sont soulignées, qui sont les villes dans lesquelles il y a des lycées publics ou privés qui vont être concernés par le projet. Merci beaucoup, Ilona. Donc, tu as déjà commencé à faire un bon focus sur les formations, mais on va poursuivre ce focus sur les formations. Donc, Isabelle n'est pas là, mais Élodie, si tu veux bien prendre la main, tu voulais poursuivre le focus sur les formations du nucléaire, peut-être évoquer l'université des métiers du nucléaire pour Isabelle, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, l'Université des métiers nucléaires a été créée en 2021, juste un petit point rapide, pour construire une démarche collective au plan national et local en fédérant en fait les acteurs de la filière nucléaire.
de la formation, de l'emploi en région. L'objectif est de rendre visible l'offre de formation, de faciliter, d'accélérer, d'industrialiser l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins de la filière pour soutenir les initiatives, mais aussi promouvoir les métiers, renforcer l'attractivité. Et il y a un plan d'action au niveau national qui est mis en place. Voilà, je crois que Justine Vincelot est également connectée avec nous, qui est l'alternante qui travaille avec Isabelle. Donc, n'hésite pas, Justine, si tu veux rebondir. Pour être rapide et efficace, je vais vous présenter un outil qui est un site internet qui s'appelle Mon avenir dans le nucléaire et qui a pour objectif de faire tout ce que je vous ai dit. Je t'en prie, ouais, tu peux prendre la main. C'est parfait. Ouais, ça, ok. C'est bon, on voit. Donc voilà, rapidement, je vous balaye puisque c'est une mine d'informations en fait. On a les 3 grandes parties qui sont les métiers, les formations et les offres, où vous allez pouvoir retrouver dans tous les métiers qui sont indispensables pour la filière nucléaire, comme l'a dit tout à l'heure Vincent. Et vous pouvez les rechercher par domaine. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les métiers et après qui sont référencés aussi par rapport au niveau de formation. Voilà, je vous laisserai aller voir, mais n'hésitez pas à y rentrer. Juste pour vous montrer, par exemple, le premier, agent de protection de site, vous avez la description, les compétences, des témoignages. Vous avez quelle formation faire pour arriver à ce métier-là. Vous allez pouvoir aller jusqu'aux offres d'emploi qui peuvent exister et les autres métiers qui peuvent être en lien. Voilà. Après, on a la partie formation, où là, vous pouvez faire des recherches. On y va pas ? Ah oui. Voilà. Par région ou par type de formation. Donc, même principe, hein. Si on fait par région, en Normandie, on peut aller chercher peut-être un BTS qui est représentatif, c'est environnement nucléaire. J'ai glissé les liens dans la conversation pour ceux qui souhaiteraient y aller. Voilà, on voit qu'on peut faire ce BTS-là en formation initiale et continue. Et aussi en apprentissage. Et pareil, vous avez la description, ce qu'on y fait, où se former. Donc en Normandie, on va retrouver l'établissement. Et ça va nous permettre aussi d'aller sur le site de l'établissement pour voir un peu plus en détail ce qu'il propose. Et vous avez aussi un accès aux offres d'emploi, mais aussi, ce qui peut être intéressant pour la plupart d'entre vous, c'est les recherches de stage et de l'alternance. Pareil, vous avez un filtre par région ou par type de contrat. Je crois que dans les participants, on a des missions locales qui sont représentées. Dans la partie métier, ce qui peut être aussi intéressant, c'est les parcours variés pour montrer aussi des parcours en reconversion. On a un peu tous les profils. Voilà, avant j'étais coiffeuse et aujourd'hui je suis soudeuse. Donc avec des témoignages et des vidéos pour chaque métier. Donc voilà pour l'outil qui est accessible, Mon avenir dans le nucléaire. Je profite pour finaliser la présentation de l'Université métiers du nucléaire en disant que il y a la semaine des métiers du nucléaire qui est coportée par France Travail et l'Université des métiers du nucléaire du 3 au 7 février 2025 où on aura en Normandie une quantité d'actions voilà, qui vous seront présentées prochainement. On est en train de construire cette semaine-là. Justine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'UMN? Non, ça me paraît assez clair, ta présentation. Ok, bon, très bien. Je bascule sur le campus.
Ouais, je t'en prie. Est-ce que tu veux que je partage tes Non, c'est slides bon, ou non? j'ai tout Ok, dans ma c'est parfait. main. J'ai tout ouvert, mais ouvert trop de choses en fait. Voilà, juste pour vous faire en 3 points, le campus, à quoi il sert. Son objectif est de contribuer à l'évolution de l'offre des formations, de contribuer également à la promotion de la filière et développer des partenariats à l'international. Je voulais vous rajouter des petits exemples. Par exemple, sur contribuer sur l'évolution de l'offre de formation, on travaille en lien avec Normandie Énergie pour développer une offre de formation dans le solaire. On a travaillé, comme le disait Mathilde, elle a parlé alors j'ai peut-être pas le bon terme, mais des habilitations pour travailler en hauteur, tout ça sur les éoliennes. On a travaillé avec le Greta sur des habilitations qui s'appellent GWO pour le mettre en place sur le chantier école du lycée Descartes-Maupassant. Et pour tout ce qui est contribution à la promotion de la filière énergie, on participe bien sûr au Salon régional de l'orientation qui aura lieu fin janvier, où on vous invite à participer. Et avec Normandie Énergie, on a une action qui s'appelle la Route des énergies, justement pour vous mettre en lien avec des professionnels pour visiter des installations. Et sur la partie nucléaire, on a aussi une route du nucléaire qu'on est en train de renouveler cette année, où on finance dans le cadre d'un appel à projet une semaine de stage pour découvrir les lieux de formation, les entreprises, des prestataires pour la chaîne de valeur du nucléaire. Voilà pour le côté campus, rapidement. Et suite, la partie hydrogène. Donc, comme le disait Monsieur Folléa, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, le même principe que Yona a présenté, où on a obtenu des financements pour créer une nouvelle filière de formation d'hydrogène décarboné avec 3 grands axes. Donc, créer la filière, créer aussi des dispositifs d'attractivité et un réseau de formation professionnelle type alumni. Donc, notre objectif, comme le disait M. Folléa, c'est de créer 24 modules de formation pour former plus de 5000 personnes sur les 4 ans futurs. Donc, on est composé en consortium avec un certain nombre de partenaires. Et voilà, on a pour objectif de colorer plusieurs formations et de créer également une ou deux formations complémentaires avec, sur le niveau bac, plutôt de la sensibilisation et arriver au niveau BTS, plutôt de la coloration. On voit qu'on a aussi pas mal de formations bac plus 2, bac plus 3, jusqu'au niveau ingénieur, avec 2 grands pôles qui vont être des lieux totems. Un lieu totem basé sur Bolbec, au lycée, à proximité du lycée Père de Coubertin, où seront regroupées les formations du bac -3 au bac plus 2. Et qui travailleront sur de la maintenance, plutôt de l'hydrogène liquide. Et un autre lieu, totem, qui va s'appeler l'Institut de l'hydrogène, qui sera basé à Vernon, au campus de l'espace, et qui regrouperont les formations du bac plus 3 au bac plus 8, avec un pôle d'attractivité également ouvert au public. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la Merci main à beaucoup. Estelle. Merci beaucoup, Elodie. Effectivement, donc on va assumer, on va avoir un petit quart d'heure de retard, hein, autant l'assumer à fond. Et donc, J'ai fait vite, hein. Estelle, je te repasse la parole. Tu vas apporter des compléments sur les formations dans le domaine éolien et dans le domaine photovoltaïque, si je ne m'abuse. Exactement. Je vais aller à l'essentiel pour ce dernier focus emploi et formation, davantage sur l'éolien et le photovoltaïque en complément de ce qui vient d'être dit. Donc pour ce qui concerne donc l'éolien, donc on a au niveau de l'emploi et de la chaîne de valeur, on comptabilise à peu près 2300 emplois éoliens terrestres et offshore en Normandie. Ce qui représente plus 115% par rapport à 2020. Donc, vous voyez que c'est vraiment une filière qui est en développement important.
Donc la chaîne de valeur, vous pouvez la retrouver juste à côté. Ça vous présente en fait les catégories, entre guillemets, d'emplois qui se trouvent au sein de chacun des morceaux d'activités qui vont constituer la chaîne de valeur dans le secteur de l'éolien. La part prépondérante revient à la fabrication des composants pour l'éolien qui compte 1694 emplois. Pour donc un petit focus ici sur les profils de poste dans le secteur de l'éolien, parce qu'on parle métier, mais parfois c'est bien aussi de savoir un petit peu quels sont les intitulés de poste auxquels les personnes que vous accompagnez peuvent prétendre. Donc on va retrouver des monteurs-ajusteurs, câbleurs, électroniciens, chaudronniers, soudeurs, technicien d'exploitation et de maintenance, bien sûr, ingénieur déploiement avec spécialité énergie renouvelable, chef de projet éolien, développeur d'affaires, responsable de supervision et contrôle de travaux. Bien sûr, on n'est pas sur une liste exhaustive, donc après, il y a des dénominations qui peuvent varier selon les entreprises aussi, mais globalement, on va retrouver tous ces intitulés-là. Et puis, bien sûr, des spécificités pour ce qui concerne l'éolien offshore, c'est souvent la demande de la pratique de l'anglais, donc il faut maîtriser cette langue. Une expérience aussi qui peut être intéressante dans ce secteur-là, c'est d'avoir eu une expérience préalable dans le secteur dans le secteur pétrolier offshore, par exemple, puisqu'il y a des points de connexion en termes de compétences. Et puis, quand on parle emploi, métier, bien sûr, ça signifie qu'en amont, on a été formé à tous ces métiers et toutes ces typologies d'emploi. Donc, on va retrouver sur le territoire normand plusieurs typologies de formation qui vont du bac+2 à l'école d'ingénieur et qui vont permettre donc à des personnes intéressées par le secteur de l'éolien de se former sur ces différents niveaux afin de pouvoir travailler ensuite dans le secteur de l'éolien. Je ne vais pas aller dans le détail puisqu'on manque un petit peu de temps, mais vous pourrez retrouver tout ça dans un deuxième temps. Je crois que les ressources vont être mises à votre disposition. Sur le solaire, donc pour ce qui concerne le solaire, on n'a pas vraiment pour l'instant de données chiffrées précises sur le solaire en Normandie, mais on a un estimatif d'environ 8000 emplois en 2020, donc on est 4 ans plus tard, donc ça a forcément augmenté. Donc en France, et avec un estimatif de 24 900 emplois qui sont prévus en 2028. Autant vous dire que c'est une croissance phénoménale dans ce secteur. Donc les métiers de la chaîne de valeur, on va retrouver un petit peu comme ce qu'on vient de voir préalablement sur le secteur de l'éolien. Une première phase études et développement, ensuite de l'assemblage, fabrication des composants, de l'ingénierie de la construction et de l'exploitation et maintenance. Les profils de poste qu'on va retrouver dans le secteur solaire, ça va être bien sûr les poseurs de panneaux photovoltaïques. Ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu cette formulation. Il y a bien sûr aussi des chargés d'affaires, puisqu'il faut développer aussi les affaires. Les techniciens et responsables d'études, techniciens photovoltaïques, donc qui sont électriciens aussi de chantier, techniciens de maintenance, chefs de projet développement, ingénieurs photovoltaïques. Voilà, donc quelques exemples pour vous familiariser avec le secteur du solaire. Et puis, les formations existantes dans le secteur solaire en Normandie, eh bien, elles sont assez nombreuses. Alors, elles ne sont pas forcément toutes spécifiques au solaire, hein, comme vous avez pu le comprendre. On s'appuie déjà sur une offre de formation existante en lien avec l'électricité ou l'électronique. Et donc, ça va du bac pro au bac+5 pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises sur le territoire normand. Voilà ce que je pouvais vous partager très rapidement. J'espère qu'il était assez rapide. C'était parfait, c'était très concis, merci beaucoup. Donc évidemment, on se doute que vous n'avez pas eu le temps de tout voir et donc ça vous sera envoyé, hein, je le répète. Je vous partage une dernière slide avant qu'on se quitte. C'est une slide qui fait notamment le focus sur des outils qui sont à votre disposition. Donc bien sûr, vous retrouvez des outils comme la plateforme Destination Métier sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des guides, hein, qui ont été conçus par l'agence avec ses partenaires, notamment un dédié aux formations 3NC et puis deux autres qui sont liés aux thématiques qu'on vient
d'aborder, un lié aux travaux publics et l'autre à la transition écologique. Et donc, vous aurez le lien direct sur la slide, vous n'aurez qu'à cliquer. Bien sûr, on a mis Trouver ma formation, hein, le lien vers le site du Cariforef. La petite info sur le salon régional où vos publics, les publics que vous accompagnez, pourront rencontrer des professionnels et il y aura des focus notamment sur 3NC, sur les métiers que nous venons d'évoquer. Il y a aussi un petit onglet sur Fort Industrie. Donc, je ne sais pas si Vincent, tu veux bien en dire un ou deux mots de Fort Industrie. Il est encore temps, je crois, d'inscrire vos publics. Est-ce que Vincent est toujours avec nous? Le temps de... Oui, merci. C'est le temps de remettre le micro. Oui, Fort Industrie, c'est un très bel outil, j'insiste, c'est un challenge en fait, c'est découvrir les métiers de l'industrie de façon ludique. Donc c'est FORINDUSTRE, on mettra aussi le lien dans le support que vous avez. Ça permet d'inscrire des classes ou des groupes sur un challenge qui dure 3 semaines, donc qui commence le 18 de ce mois-ci, qui s'inscrit démarrage dans le cadre du début des semaines de l'industrie. Et donc il y a plusieurs mondes, il y avait un jeu qui est originaire de la région Méditerranée, qui a très bien fonctionné, qui a été mis en place et par le UMM et par EDF avec l'OPCO2I, avec un ensemble de partenaires, qui se développent, puisqu'il y a des nouvelles régions cette année, comme l'Île-de-France, Hauts-de-France ou la Normandie, puisqu'il y a maintenant un monde normand, avec plusieurs îlots sur Trouve ta voie, développe tes énergies, voilà, qui permettent de découvrir différentes filières dans les métiers d'énergie, donc d'avoir des témoignages de professionnels dans leurs entreprises, d'avoir des quiz. Ces témoignages, la visualisation de ces témoignages et les bonnes réponses aux quiz permettent de gagner des points. Et donc, il y a des lots qui, en fin de cette période de 3 semaines, notamment des visites d'entreprise qui seront proposées à des classes avec les transports pris en charge, etc. Donc, je vous conseille vivement d'aller le voir. C'est un beau produit qui est facilement accessible, notamment pour les écoles, parce que ça ne nécessite pas d'outils informatiques de gamers. C'est beaucoup plus accessible. Voilà, c'est un peu moins fluide, évidemment, mais ça permet vraiment de découvrir les différents métiers de l'industrie. Et je vous conseille vivement, si vous avez des groupes de personnes en recherche d'emploi ou des groupes scolaires, d'aller sur ce site. Merci beaucoup, Vincent. Un dernier outil là qui figure sur cette slide, et donc vous avez le lien pour y aller. C'est un lien vers notre plateforme d'information en ligne qui est dédiée aux professionnels que vous êtes, qui accompagnez des scolaires et des adultes dans leur orientation. Et en fait, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'informations qu'on a partagées aujourd'hui, des ressources que nous sommes allés collecter pour continuer à vous acculturer sur la question du mix énergétique et des énergies décarbonées. Et donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est gratuit, c'est disponible tout le temps. Si jamais vous voulez découvrir le contenu de ces modules d'information, nous proposons ce qu'on appelle des sessions boîte à outils. Et il y a une session la semaine prochaine, le 19 novembre. Donc, je vais arrêter le partage et puis je vais vous mettre dans la conversation le lien si jamais vous voulez vous inscrire à ce petit module pour vous acculturer aux énergies décarbonées et surtout pour découvrir nos outils. On a largement dépassé le timing. Il est venu maintenant le temps pour moi de remercier vraiment très chaleureusement tous les intervenants pour tous vos apports très très riches. Bien évidemment, il y aura peut-être des questions qui viendront par la suite, donc j'insiste, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je les ferai bien évidemment passer à nos différents intervenants. Merci à tous. Peut-être juste Alexandra, juste à dire un tout petit mot, c'est que nous aurons certainement l'occasion de rencontrer un certain nombre des personnes qui nous suivent là sur le salon régional de l'orientation et des métiers qui va arriver bientôt, donc les 30, 31 janvier et 1er février prochains, et pour lequel nous aurons la chance d'être aux côtés de l'équipe de l'agence d'orientation sur un espace de 400 mètres carrés dans le secteur de l'énergie, donc qui sera là pour vous permettre de découvrir les métiers en fait du secteur de l'énergie. Donc avec plaisir pour vous rencontrer lors de cet événement. Merci beaucoup, effectivement. Je pense qu'on sera nombreux à y être, donc on vous donne rendez-vous fin janvier. Merci beaucoup, merci à tous.